C'est fou le pouvoir d'un vêtement. Il peut servir à se cacher des autres ou au contraire, attirer tous les regards. Il peut exprimer mon humeur, dire au monde qui je suis. Un vêtement peut être un drapeau, un manifeste, un bouclier. Tout cela à la fois dans un simple morceau de tissu. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une touche de couleur dans la grisaille, un rayon de soleil sur nos vêtements, un simple morceau de tissu qui se glisse partout, sur nos écrans, dans nos boutiques, nos garde-robes. Juste une syllabe, le wax. Moi, le wax, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours vu ma grand-mère en porter dans son village d'Aledjo au nord-ouest du Bénin. Le wax, c'est aussi toutes ces fois où, quand j'étais enfant et que je partais en voyage, ma maman me donnait un petit morceau de ce tissu imbibé de son parfum. Alors à chaque fois que j'en vois, dans un grand magasin ou dans un clip de Beyoncé, c'est comme un clin d'œil à mon métissage. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, ce rectangle de tissu n'était porté que par nos mamans africaines. On était loin des pages tendances des magazines. Mais aujourd'hui, le wax est devenu l'emblème pop d'une nouvelle génération afropolitaine, créative et entreprenante. Cette popularité nouvelle m'a donné envie d'aller rencontrer ceux par qui ce mouvement s'est développé. Comme moi, ces stylistes ont grandi au croisement d'influences africaines et occidentales. Comme moi, le wax fait partie de leur patrimoine. Un pied ici, un pied là-bas, ça fait des millions de choses à partager. Le voyage commence avec ce jeune homme discret. Il s'appelle Youssouf Fofana et il a lancé la marque de vêtements Maison Château Rouge en 2015. Depuis, ses créations connaissent un succès retentissant. Des dizaines d'articles et de reportages, des collaborations prestigieuses, tout le monde se l'arrache. Un véritable phénomène dans le petit monde de la mode parisienne, aux couleurs du wax évidemment. Bienvenue. Merci. À la boutique. Waouh, c'est beau. Alors on essaie de mettre à chaque fois lorsqu'on a des nouveautés. Cette pièce-là, c'est une robe que j'ai appelée Laura. Parce que porter, ça me faisait penser aux robes de Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Et comme je ne savais pas comment, c'est marrant. Alors Youssouf, tes premières créations, c'était des t-shirts en wax inspirés des coupes de maillots de football américains. C'est bien ça. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, alors il y avait plusieurs influences qui m'ont poussé à réaliser ces pièces. D'abord, il y avait un retour de la mode ethnique qui venait un peu de partout. Il y avait au niveau des pays de l'Est, la Roumanie, mais c'était aussi en Amérique du Sud. Et beaucoup de jeunes en fait, se réappropriaient leur culture pour la partager au monde différemment. C'est ce qui m'a donné envie de faire la même chose avec mon héritage africain, en mêlant ma culture avec une autre influence que j'ai qui est plus sportwear, parce qu'on voyait de plus en plus aussi sur les podiums, sur les défilés, des pièces très inspirées du sportwear. Et c'est mes deux influences en fait qui viennent du fait que je viens de banlieue tout simplement. Et c'est ce que j'ai l'habitude de voir dans ma vie de tous les jours, à la fois chez les jeunes pour le sport et chez ma mère ou mes tantes pour les tenues avec le wax. Et là, on vous montre un peu toute la collection. Ça c'était on avait fait un truc où on avait mis plus de blanc avec des détails wax. Ouais. Finalement, c'est pas ce qui plaît le plus. Lorsqu'on fait des pièces franchement
où on assume le wax totalement, là ça marche mieux et les gens sont en attente de ça, en tout cas notre clientèle. Full wax. Ouais, full wax, ouais. Mais tu viens pas du tout du milieu de la mode, donc qu'est-ce qui t'a inspiré Ouais, vraiment, pas du tout, très loin de la mode même. Mais pour rendre une culture accessible, je pense, ou pour découvrir une culture, ça passe par le voyage, ça passe par la gastronomie, ça passe par l'art, ça passe aussi surtout par la mode. Et c'est ce qui fait aussi que je faisais beaucoup de veille. Et lorsque j'ai voulu lancer le projet, j'ai aussi voulu faire une marque qui ressemble à ce que j'ai l'habitude de consommer. On a refait un peu les enseignes, là, comme chez les coiffeurs. Puis on a intégré les bijoux dedans. J'adore. Après, qu'est-ce qu'il est fait? C'est pas toi, j'imagine. Non, c'est un pote qui dessine. Il est cambodgien. Ça, c'est Imani qui me l'a offert. Elle porte souvent les hauts Château Rouge, ou même c'était l'année dernière pour les Césars, elle portait une jupe maison Château Rouge. Super cool, elle est à fond, elle me supporte de ouf. Comment tu expliques ton succès d'aujourd'hui? Parce que tout le monde connaît Maison Château Rouge. Alors je sais pas si tout le monde... En tout cas, lorsque j'en parle, c'est toujours marrant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la marque. Je suis toujours surpris. Comment expliquer le succès? C'est délicat, c'est compliqué, mais voilà, je pense qu'il y a un univers de marque fort qu'on a réussi à créer. Donc en capitalisant sur le nom de Château Rouge, on a trouvé un nom qui nous ressemble. C'est parisien, mais avec une culture africaine qui est fortement ancrée. Et c'est le mariage qu'on voulait faire en fait entre la mode africaine et la mode parisienne. La mode inspirée du wax fait parler d'elle dans la plupart des capitales occidentales. En fait, partout où s'épanouit une jeunesse originaire d'Afrique. Paris est une des places centrales de cette nouvelle scène mode, avec des dizaines de marques, comme June Shop, Ladywood, De La Sébure, Bazar à Pagne et tant d'autres. Au point que le très sérieux Institut français de la mode propose maintenant à ses élèves une conférence sur le sujet. Pour moi qui, dans un coin de ma tête, rêve de devenir styliste, c'est l'occasion ou jamais pour retourner sur les bancs de l'école. La conférence est animée par Chaye Chienin, fondatrice du média Nothing But The Wax. Je pense que c'est pas un abus de langage de parler d'une avant-garde africaine, parce que ce sont en fait des créateurs qui ne cherchent pas à faire un mimétisme de l'Occident. C'est vraiment des jeunes gens qui s'inspirent de leur culture et qui cherchent même à aller encore plus loin, à la transcender. Quand Chaye s'est lancé en 2010, son blog était le premier en France à s'intéresser à la mode africaine, ou plutôt les modes africaines, comme elle aime le préciser. Hyperactive sur les réseaux sociaux, grande connaisseuse des subtilités des tissus et des tendances, elle est devenue la porte-parole de toute cette génération de jeunes créateurs. Chaye, on se retrouve en plein milieu des magasins généraux. Tout à fait. Je suis ici avec mon équipe parce qu'on est incubé au sein du Media Lab pour développer le média Nothing But The Wax. Alors avant toi, j'ai eu la chance de rencontrer Youssouf de Maison Château Rouge, qui a un parcours assez hallucinant. En fait, c'est une marque qui est très jeune et qui a pris de l'ampleur très vite. Et comme lui, il y a beaucoup de marques qui existent aujourd'hui à Paris. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui? Parce que j'imagine, en tant qu'experte, tu as vraiment un œil externe sur tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, la culture africaine, l'Afrique de manière générale, est en train de rentrer dans la pop culture globale. Ce qui veut dire qu'elle rentre dans le quotidien de tout le monde. Ce phénomène, il est multiple. Il est à la fois dans l'aspect créatif. Par exemple, une marque comme Maison Château Rouge a réussi à redéfinir une certaine idée de la hype parisienne à travers ce qu'ils font. Il y a aussi un phénomène économique, c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qui s'est mis en place avec le développement de Fashion Week, avec le développement de plateformes de e-commerce comme Africrea, comme Moonlook, Kizua et j'en passe. Et aussi, je dirais, c'est vraiment grâce à Internet que cette création africaine a pu émerger. Ouais. Oui, c'est vrai que, par exemple, toi, ton blog a été créé en 2010. Oui. Instagram, naissance en 2010 aussi. Ok. Coïncidence ou pas. Et Instagram, aujourd'hui, c'est un média qui est vraiment très utilisé par les marques. Donc, j'imagine que ça leur a permis d'exposer leur création, de toucher un public aussi peut-être plus large. Totalement. En fait, la force des réseaux sociaux a vraiment permis de décloisonner la création africaine. C'est-à-dire que autant l'écosystème, l'industrie de la mode a totalement invisibilisé cette création africaine,
autant les créateurs, grâce à leur Instagram, grâce à leur Facebook, ils ont réussi à se faire connaître. C'est toute une jeunesse connectée en fait. Même les créateurs sont connectés, les consommateurs sont connectés, on est connectés, tu es connecté. On est tous connectés. Mais en fait, quand on regarde les créateurs derrière cette nouvelle vague, ce sont des créateurs qui font partie de cette génération de millennials, donc hyper connectés. C'est une génération qui est sans complexe, qui est fière de ses origines et qui veut les montrer parce que, soyons clairs, pendant longtemps, l'Afrique a été cantonnée à une image très négative. Et quand on parle de création africaine, ça a longtemps été cloisonné à un certain folklore. En particulier sur le wax, c'est pas un tissu qui était tendance en 2010. Voilà. Au contraire, c'était quelque chose qui était dénigré. En fait, lorsque tu portais ton turban au wax dans la rue, les gens te regardaient et te disaient mais qu'est-ce que c'est, pourquoi tu fais ta blédarde, etc. Et je pense qu'il y a une forme de conscientisation, une forme d'évolution de nos mentalités où cette jeunesse a voulu dire mais en fait on s'en fout en fait. En fait ça fait partie de notre culture, on en est fiers et on va se le réapproprier. À notre goût, dans notre manière de voir le monde et dans notre manière d'évoluer dans ce monde, qu'on soit en France, qu'on soit à Londres ou à New York en fait. Pour de nombreux designers, le choix de travailler le wax va de pair avec la volonté d'ancrer leur activité en Afrique. Le Bénin n'échappe pas à ce mouvement. Et comme c'est le pays de ma maman et mon deuxième chez moi, je suis venue rencontrer quelques figures de la mode wax, made in Cotonou. Ici, le wax est partout. Tout le monde en porte. Il faut dire que cette partie de l'Afrique de l'Ouest, avec le Ghana et le Togo, a été la porte d'entrée principale du wax sur le continent. Car contrairement à ce que l'on croit souvent, le wax n'est pas africain. C'est un tissu au parcours surprenant. Tout commence bien loin d'ici, en Indonésie, avec un panier traditionnel imprimé à la cire, le batik. Les colonisateurs hollandais s'approprient cette technique et inventent le wax. Plusieurs pays européens commencent alors à produire ces tissus en grande quantité pour la clientèle africaine. Encore aujourd'hui, la Hollande demeure la référence pour les meilleurs wax. Mais depuis quelques années, la Chine a décidé de s'attaquer à ce commerce juteux. C'est une concurrence que les vendeuses du marché d'Intokpa ne voient pas d'un très bon œil. Ici, au premier étage, elles ne vendent que du vrai wax hollandais. Ah, maman commande. Oui, Ça va? Ça fait combien de temps que tu es là? Je suis à cette place depuis décembre 84. 84? À la même place? Oui, à la même place. Je n'ai pas bougé. Et tu vends toujours les mêmes tissus? Non, ça a Oui, changé quand même. Oui, non, c'est toujours les Hollandais, je fais. Que Vlisco. Et là, c'est Hollandais Vlisco. Mais si tu touches un tissu dans la rue, on te dit bon ça c'est hollandais, tu touches, tu sauras dire ah non c'est faux, c'est pas hollandais. Oui, si c'est pas hollandais, nous on sait. Ça c'est maman commande, c'est la meilleure. Bon merci maman. Oui, Bon, à tout à l'heure, on va. Je vais faire un petit tour. Là-bas il y a un. Ok. Comment on défile en pagne? En paille là. Prends le bout là. Ok. Voilà. C'est ta maman. C'est ta maman qui est béninoise. Qui est béninoise. Ou bien c'est toi la Miss France là. C'est ça. C'est ça? Oui. C'est vrai. Le wax est tellement populaire à Cotonou qu'il n'y a pas un, mais deux énormes marchés au tissu, les plus grands d'Afrique de l'Ouest. Pour acheter du wax en grande quantité, direction le marché Misebo. C'est là que Chade Afogbolo déniche ses tissus. Pour elle, la mode c'est une histoire de famille. Sa mère était une créatrice réputée au Sénégal dans les années 90. Elles ont créé ensemble Nash Prince en 2013, qui est devenue l'une des marques les plus en vue en France ces dernières années.
coup, parce que alors, t'es béninoise, sénégalaise, danoise. Est-ce que tu parles une des langues? Oh, c'est nul! Bienvenue au club. Shadé produit toutes ses pièces à Cotonou. Elle fait donc souvent des allers-retours entre ici et Paris, où elle vit depuis toute petite. Elle est de cette nouvelle génération afropolitaine qui gravite entre l'Afrique et l'Europe, avec le wax comme symbole de son métissage. Donc toi, au final, tu t'es jamais posé de questions. Tu t'es jamais dit, par exemple, le wax, ça va pas à une femme qui sera blanche de peau ou ça va mieux à une personne qui sera noire. Je crois que c'est une chance que j'ai parce qu'effectivement c'est hyper naturel. Si tu veux, j'en portais depuis que je suis petite. J'ai vu des blancs dans ma famille en porter, des noirs en porter. J'ai vu les deux manières. Et c'est ça que j'essaie de vendre. Enfin, j'essaie de convaincre les gens. Parce que bon, le wax, on commence à le voir quand même. Mais j'essaie de le vendre à ceux qui l'aimaient pas forcément. Et qui se disaient « Ah, j'adore, c'est trop beau, mais ah, sur moi ». Et du coup, j'adore parce que par exemple, j'ai vendu une doudoune en wax bleu foncé avec des gros motifs rouges à une russe qui est repartie en Russie avec. J'étais là, génial. Et tu vois, elle était blanche. Donc ça contrastait à fond. Ouais. Et c'était juste trop joli. À chaque fois que je viens au Bénin, je me fais confectionner de nouvelles tenues en wax. Rien de plus simple. À chaque coin de rue, pas de Zara ni de H&M, mais des tailleurs de quartier. Ils travaillent à l'unité, pour les habits de tous les jours comme pour les grandes occasions. Je fournis le pan, je choisis un modèle qui me plaît et le tour est joué. Tout le monde fait ça ici. C'est l'African Way of Life. C'est entre les mains expertes de l'un de ces tailleurs que Shadé et sa mère ont déposé leurs croquis et leurs idées lorsqu'elles ont lancé Nash Prince. Bonjour. Enchantée, Flora. Il s'appelle Parfait. Ça a été Très bien. C'est beau, hein? Parfait, il est parfait. Rapide, efficace. Porte bien son prénom. Parfait est la preuve vivante qu'il existe un réel savoir-faire en Afrique et qu'il ne demande qu'à être développé et valorisé. Aujourd'hui, il travaille sur de nouveaux modèles dessinés par Shadé pour ses futures collections. Demain, ces pièces conçues dans ce petit atelier sans prétention seront portées dans le monde entier. On les retrouvera même bientôt en photo dans des magazines de mode français. Si tu peux me rajouter un tout petit peu là, ce serait pas mal. Des manches, voilà. Parce que tu vois là quand même, au moins 10 000 cm. ce serait pas mal. En réalité, pour vous dire vrai, ça a été la rencontre avec Shadé. C'est un rêve qui est en train d'être réalisé, en fait. Parce que j'ai toujours rêvé de travailler, fonctionner comme une entreprise, en réalité. Si tu veux, son rêve et le mien, c'est les mêmes, en fait. Ouais, c'est un rêve commun. C'est juste ça qui est génial, voilà. Moi, j'avais envie de vendre du wax quand même à grande échelle et dans le monde entier. Lui, il a envie de travailler comme une entreprise. Et du coup, maintenant qu'on a un produit qui est propre, qu'on a un rythme de travail qui est bien, qu'on se connaît, qu'on a confiance, maintenant, on va commencer à penser plus grand. Mais maintenant qu'on a déjà commencé, là, on peut plus... Hein Plus simple. Mais oui, on est dans la 5e année, là. Putain, on est dans la 5e année. C'est un beau mariage, hein? Comment tu vois l'avenir du wax? J'espère qu'il va s'inscrire dans les motifs habituels de la mode, les motifs classiques. Et s'il ne faisait que revenir régulièrement comme le font les tendances, ce serait déjà bien. Mais j'espère qu'il va vraiment s'imprimer, pour c'est le cas de le dire. Il a toujours été là en tant que niche, ça c'est sûr. Je veux dire, ma mère était là dans les années 80, il y avait des gens avant elle. Hein. Il y avait Chris Seydoux, il y avait tout ça. Et moi-même, j'ai des coupures de magazines qui datent des années 2000, 3, 4, 5, où il y a une page « La mode boubou ». Alors, on ne connaissait pas bien le wax. Le boubou, c'est pas fait en wax. Mais bon, il y avait cette appropriation, c'était cette niche-là. Il y a aussi des grandes marques qui utilisent le wax. C'est sûr. Ouais. Est-ce que ça te dérange ou tu te dis, bon, bah, tant mieux? Le fait qu'elle le fasse, ça veut dire que c'est un vrai truc. Ça veut dire que c'est une tendance incontournable. Mais est-ce que les gens vont acheter ça, pas trop cher, avec beaucoup de diversité, ou est-ce qu'ils vont mettre un peu plus d'argent pour soutenir également la main-d'œuvre africaine? Je sais pas. J'espère qu'ils feront les bons choix. Et je crois aussi qu'il y a une récupération de l'image de la culture africaine par ma génération, par la nôtre. Et nous, on va avoir des enfants, donc cette génération, elle va grossir. Cette population, elle va grossir. Et je suis ravie qu'on me dise aujourd'hui, non, l'Afrique, c'est ça, voilà, ouais. C'est des tresses roses et un pantalon en wax et un t-shirt Uniqlo. Voilà, marque japonaise. Avec des chaussures qui ont été faites par un Nigérian que j'ai trouvé en Suisse. Voilà. Ouais. Et ce mélange-là, il est souhaitable, je pense. Enfin,
Et ça n'empêche pas de garder une image de sa culture précise. Je suis afro-européenne, mais je suis béninoise, et je suis sénégalaise. Et je suis un peu de tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De réussir à mener à bout mon projet, d'arriver à intégrer cette partie business et de faire de Nage quelque chose de vraiment pérenne. Et je veux que les gens qui travaillent ici soient mieux qu'ils étaient avant. C'est déjà le cas de parfait, mais je voudrais qu'il y ait plus de gens qui bénéficient de ça. Le commerce du wax a toujours été une histoire de femmes. Alors comment ne pas parler des Nana Benz? Ces femmes sont de véritables légendes. Elles ont fait fortune dans le commerce du tissu à partir des années 50 au Togo, mais aussi au Bénin et dans les pays voisins. Elles achetaient le wax en gros et le revendaient ensuite aux détaillantes. Il fallait les voir à l'arrière de leur grosse voiture. Leur formidable succès a fait de ces commerçantes un modèle de réussite et d'indépendance pour des générations de femmes en Afrique. Hello, ça va? Maureen Ayité a créé sa marque Nana Wax en hommage à ces femmes. À la tête de plusieurs boutiques dans 5 pays différents, elle est devenue à son tour une référence sur le continent et vend des milliers de pièces chaque mois. Contrairement à Shadé, qui a une clientèle principalement européenne, Maureen s'adresse surtout aux jeunes femmes ici, en Afrique. Et tu communiques beaucoup sur Snapchat? Parce qu'à chaque fois, je te vois avec ton téléphone. Oui, moi, j'adore Snapchat parce que tu atteins des gens en 1 seconde, en fait. Je porte une tenue, je snap. Que ce soit du Nana Wax ou pas du Nana Wax, tout le monde veut savoir où j'ai acheté. Pour l'acheter, veut la même. Donc, c'est devenu... C'est fou, ça, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, avec Snapchat, j'ai même pas besoin de faire de pub dans les journaux, ce que j'ai jamais fait à la télé et tout. Juste sur Snap, j'arrive à vendre. Donc là, voilà, on est sur Snapchat. Bonjour les 25 000 abonnés. Bonjour à tous. Hein, voilà. Je suis en train de trier, c'est la nouvelle collection de maillots de bain. Ils sont fabriqués où? On ne peut pas les faire à Cotonou ici parce qu'on n'a pas le matériel et tout, donc les maillots sont faits au Maroc. Donc j'ai plein d'articles qui ne sont pas tous faits au Bénin, il y en a qui sont ici, d'autres qui sont faits au Maroc, d'autres à Abidjan, d'autres à Lomé. Et après voilà. Donc comment tu choisis tous ces lieux de fabrication? Il faut juste faire des recherches parce qu'au départ, les maillots, qu'est-ce que je faisais? Je customisais, j'achetais des maillots en gros et je mettais des morceaux de paille dessus parce que je ne savais pas où imprimer. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé en fait des usines qui font des maillots de bain et je leur ai demandé s'ils peuvent imprimer et faire les maillots et ça a été fait là-bas. J'essaie de trouver des endroits, mais peut-être qu'un jour j'aurai une grande usine à moi où je pourrais tout faire dedans, mais pas pour l'instant. Il y a des petits messages dessus, je vois. Oui, en fait, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues et qui disaient « Oui, mais moi j'aime bien les maillots, mais je me vois pas en porter et tout, parce que j'ai des vergitures ou j'ai des cicatrices. Les femmes et donc, les complexes. Voilà, donc moi-même quand je faisais des shootings au départ, j'ai aussi des vergitures, mais je disais aux photographes de photoshopper, de le cacher. Et là, après, je me suis dit, mais avec Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'assument. Je pense même Beyoncé a des vergitures, donc si tu vas pas mettre de maillot pour ça. Eh bien, bien joué. Merci. Le wax est devenu un emblème de la jeune création africaine. Ce n'est pourtant pas le seul tissu sur lequel surfent les nouveaux designers à succès. Ils puisent dans la culture du continent pour proposer une grande variété de motifs en prenant pas mal de liberté avec la tradition. Maureen s'inspire par exemple du bogolan, une étoffe ancestrale originaire du Mali. C'est la tendance wax, mais sans le wax. Bon alors Maureen, on se retrouve à Dantokpa, en plein milieu du marché. C'est un lieu assez symbolique, à Cotonou, au Bénin et pour toi aussi. Oui, parce que c'est vraiment ici que tout a commencé. Parce que quand j'ai commencé Nana Wax, les premiers tissus que j'ai achetés, c'était au premier étage dans ce bâtiment en fait. Toi, tu utilises du wax, mais tu utilises aussi d'autres imprimés, par exemple ce que je porte là, c'est quand même sublime. C'est inspiration bogolan, sur de la soie, il me semble. Est-ce que c'est important pour toi de décliner un peu, de sortir de Nana Wax d'origine? Oui, parce qu'en fait, pour moi, quand je disais Nana Wax, c'est parce qu'à l'époque, je voyais que le wax et tout ça. Mais en rentrant dans la mode, parce que je n'ai pas étudié la mode, je ne suis vraiment pas de ce milieu, j'ai vu qu'il y a plein d'autres tissus. Il y a du kente, il y a du kita, il y a le bogolan, il y a
les tissus du Burkina, je ne connais pas les noms, il y a tellement de tissus et j'ai vraiment eu un coup de cœur depuis 3 ans pour le bogolan et au départ j'utilisais vraiment le bogolan tissé vraiment mais pour faire des tenues, ça donne chaud, c'est rigide, c'est rigide, c'est un peu compliqué à utiliser donc je faisais uniquement des sacs avec. Et ensuite quand il y a eu la possibilité qu'on m'a proposé d'avoir des tissus imprimés avec n'importe quel motif que je voulais, et qu'ils ont sorti le bogolan, direct, j'ai dit, il faut que je le prenne. Donc, que ce soit pour faire des maillots, pour faire des tenues en soie, en mousseline, imprimées, des calantes, n'importe quoi. J'adore ce tissu, donc je l'utilise. Aujourd'hui, tout le monde peut les porter. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, il y a une polémique en disant non, le bogolan, c'est quand c'est tissé, il faut que ça soit de l'origine et tout. Je dis, mais le problème, c'est que vous dites ça, mais le bogolan existe depuis plus de 100 ans et il n'a jamais été développé. Aujourd'hui, qu'on arrive à l'imprimer sur plein de matières, plein de personnalités, plein de gens dans le monde entier connaissent le bogolan parce qu'il a été vraiment vulgarisé. Donc, qu'est-ce que vous préférez? D'avoir un truc tissé que personne ne connaît, qu'on ne peut pas utiliser vraiment dans la mode, ou avoir votre imprimé connu dans le monde entier. Donc moi, en fait, je suis pour le développement, pour le changement, pour la découverte et tout. Donc moi, j'adore vraiment le bogolan et j'ai fait vraiment une série de prêt-à-porter en bogolan. Dans le sac là-bas. Tu portais la mariée, hein? Elle est où, Fafa? Tu es là? Non, c'est toi que je cherche. Merci. Oui, La mode africaine, c'est beaucoup plus que le wax. J'ai pu m'en rendre compte à l'occasion de la 15e édition de la Dakar Fashion Week. Ici, l'innovation n'a pas de frontières et se nourrit de toutes les influences dans un tourbillon de styles et de matières. Le wax n'est qu'un des nombreux tissus utilisés. Pagne baoulé, kita, faso d'infani, bogolan, autant d'étoffes africaines traditionnelles qui se trouvent réinventées et magnifiées par la trentaine de créateurs présents. Parmi eux, 2 artistes ivoiriens que j'apprécie énormément. Loza Maleombo et Eli Kwam, qui sont reconnus mondialement depuis plusieurs années. Mais la grande architecte de ce rendez-vous incontournable en Afrique, c'est Adama Ndiaye. Businesswoman autant que styliste, elle a compris très tôt que pour exister, les créateurs africains ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. On commence dans 3 minutes. C'est toujours les mêmes choses. Il me manque, oui. Tu as tes lunettes. Beaucoup de concentration. Il me manque une épingle. Une épingle. Vous êtes là-bas, vous restez focalisé sur moi.
Le phénomène wax explose aujourd'hui aux yeux du grand public, mais la mode africaine est en ébullition depuis un bon moment déjà. Adama fait partie de ces designers avant-gardistes qui ont semé les graines de la vague créative à laquelle on assiste aujourd'hui. Avant elle, plusieurs stylistes africains ont marqué les années 90. Alpha Dy, Patéo ou encore Lamine Badian et la marque Zulibet ont inspiré la mode du monde entier. Depuis, ils ont été rejoints par une myriade d'hommes et de femmes tous plus talentueux les uns que les autres et qui voient grand. Dans la haute couture comme dans le prêt-à-porter, ces créateurs ont la volonté de défendre une nouvelle image de l'Afrique, sophistiquée, fière et sans compromis. Adama! Quel plaisir de te retrouver enfin, de t'avoir un petit peu pour moi. Alors comment tu as vu la mode évoluer, toi, depuis 15 ans? Comment ta mode a évolué? Comment la mode des autres ont évolué? Qu'est-ce qui a changé? Ben, tout a changé en 15 ans, pratiquement tout. Même la perception qu'on a, nous, moi je parle des Africains, de la mode a changé. Et je pense qu'on est beaucoup plus business, les créateurs africains, on l'était beaucoup moins. On était toujours très instinctifs, toujours dans la création, dans l'art. Et maintenant, on est dans le business et je pense que c'est une très bonne chose maintenant. Voilà, on pense à une carrière, on pense à un marketing et on pense à toutes les choses il y a 15 ans, personne n'y pensait. En Europe, on voit en ce moment émerger la tendance du wax. Toi, est-ce que tu utilises ce tissu? Comment tu vois cette tendance d'un œil externe, puisque maintenant tu vis au Sénégal? Alors, je suis mitigée. Ce qui me déplaît le plus, vraiment, c'est que ce ne soit pas africain. Et qu'on le considère que dans l'entendement de tout le monde, c'est un tissu africain. Et comme je suis engagée, et comme j'habite en Afrique, et comme les Africains ne gagnent pas énormément d'argent sur la vente de ce tissu, je l'aime, mais j'essaie de moins le représenter dans mes collections. J'essaie de promouvoir les tissus africains, le pagne tissé, le pagne baoulé, le pagne burkinabé, le coton malien. J'essaie de faire ça. C'est une prise de conscience qui m'a fait finalement dire bon, est-ce que tu pourrais pas faire autre chose pour qu'à un moment ce pagne soit à la mode autant que le wax finalement. Mais je suis pas contre complètement parce que tout ce qui peut faire de la publicité à l'Afrique, moi je suis pour. Voilà. Et je suis pas surprise que l'Afrique soit à la mode. Oui, parce qu'ils commencent à s'embêter un peu ailleurs. Donc, ils viennent nous voir. Oui, ils viennent nous voir, ils viennent voir cette façon de vivre cool. Qui peut dire, je vais au boulot à 17h, je vais attraper une vague. Puis après, on prend le bissap, l'apéro avec un coucher de soleil magnifique. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette vie-là et pas cher finalement. Donc, ouais, Dakar, ambassadeur. Yes. Ça va, je conduis pas trop mal. Un petit peu. Ah oui, hein. Attends, j'ai rien fait encore, je vais appuyer sur le champignon. Alors là, je vais à gauche. Ouais, c'est ça. En fait, je t'emmène à Art et Coton, c'est l'atelier de tissage de Tata Fatou, où on produit les faceaux d'Anfani que j'utilise dans mon travail. Bonjour Monsieur Eli, je dis bonjour. Enchantée. Bienvenue. Merci. Bonjour Tata. Monsieur Eli. Oui. Bienvenue. Merci Tata. Bienvenue chez toi. On va s'habiller d'abord. Voilà. Les Touma. Il veut au Touma. La fille Bémé. La fille. Voilà, donc là on a les machines. Voilà, fil par fil, regarde. Tu vois? Fil par fil, tu vois. Quand je dis ça, personne ne comprend, voilà. Eli
Kwam a choisi d'utiliser des tissus africains plutôt que du wax dans ses collections. Il vient régulièrement ici, à quelques kilomètres de Ouagadougou, pour se fournir en pagne traditionnelle burkinabé, le faso d'Anfani. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut ou il n'y a que certaines Oui, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Ce tissu est une richesse qu'il faut valoriser. Tata Fatou et les femmes de la coopérative œuvrent pour l'adapter aux usages d'aujourd'hui et le travail d'artistes comme Ellie contribue à sa visibilité et lui ouvre petit à petit de nouveaux horizons, fil par fil. Waouh. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ellie. Papa. Ça fait longtemps qu'on peut dire ça. 4-5 ans. Qu'on travaille ensemble. 4-5 ans. Qu'on est ensemble. Pas qu'on travaille ensemble, qu'on est ensemble. C'est la famille alors maintenant. Voilà, Je suis le seul à arriver le dernier et à vouloir tout avant tout le monde. Voilà, avec des précisions. Voilà, oui. Et puis avec des créations, avec des choses toujours nouvelles. Ah, c'est de ça que je parlais. Waouh, c'est beau ça. C'est beau. Pourquoi La les fille Bala. comme ça? Bonjour. Vous allez bien? Ah, Dieu merci. La fille Bana. La fille Bémé. La fille Bémé. La fille Bémé. Voilà. Parfois, Ellie crée ses propres tissus aussi? Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ce qui est intéressant avec Ellie. Parce qu'il crée toujours. Il part d'une base qu'il a vue avec les femmes. Et puis il dit, bon, celui-là, je l'aimerais comme ça. Voilà. Et aussi, c'est un apport aussi d'autres matières. Pas seulement le coton. D'autres choses qu'il apporte. Voilà. C'est la création toujours avec lui. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec art et coton, c'est qu'il y a une base de données qui est déjà tellement riche que... et puis les dames elles-mêmes, elles créent. C'est pas des ouvrières, juste des exécutantes. Elles ont ce désir d'esthétique. Voilà. C'est vraiment un groupe de femmes, c'est ça. Nous sommes un groupe de femmes. Chacun ajoute son grain de... Voilà. Attends, voilà. Je peux essayer? Ah, bien sûr. Vous n'allez plus, mais j'ai trouvé mon nouveau travail. Ah, on regarde le village ici. J'ai l'impression qu'elles comptent énormément pour toi, ces femmes-là qui sont tisseuses ou même Tata Fatou qui fait la promotion de ce tissu. Tu as même nommé une de tes collections Hyper Femme. Hyper Femme, exactement, en l'honneur justement de ces femmes-là. Jusqu'à aujourd'hui, je répète fil par fil. Et fil par fil, on arrive à avoir des 40 mètres de faso d'Anfani, dans telles épaisseurs. Fil par fil, c'est vraiment... pour mettre en avant le travail de ces femmes-là, de ces hyper-femmes-là, fil par fil. Parce que oui, ça commence avec un fil qui est filé, ensuite qui est lavé, ensuite qui est teint, ensuite qui est refilé, ensuite qui est transformé en bobine, ensuite qui est porté sur le métier. Et puis ça devient fil par fil, la cadence du métier à tisser. Mais c'est... Je trouve ça poétiquement merveilleux d'avoir cette opportunité d'être confronté à ce genre de personnes qui font quelque chose d'aussi minutieux et qui le font de façon tellement joliment et naturellement que c'est vrai, ça a beaucoup de poids. Et j'aimerais beaucoup que les gens se rendent compte que ce n'est pas que du pagne. C'est chacune de ces dames qui met du sien, quel que soit son âge, sa situation. J'ai l'impression que les gens ne font plus attention à ces petites choses-là qui finalement ne sont pas que des petites choses dans tout ce qu'on est en train de transformer.
que les femmes d'art et coton se battent pour se faire une place sur la planète textile, la success story de Maison Château-Rouge continue. Ouais, super. Youssou vient de créer une collection pour la chaîne de magasins Monoprix. Tenez-vous bien, ces articles vont être vendus dans plus de 100 magasins à travers la France. J'ai toujours du mal à réaliser. Tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, j'ai du mal à prendre du recul et me dire ouais, en vrai, il se passe ça, tu vois. Et tes parents alors? Comment vont-ils? Moi, je me pose toujours la question des parents. Je pense qu'ils réalisent pas tout ce qui est en train de se passer. Ils viennent d'un milieu qui est totalement différent. Et non, et c'est assez cool. Et puis je pense qu'ils sont fiers. Ils le disent pas beaucoup parce qu'on est très pudique. Ouais. Mais je pense qu'ils sont très fiers. Ils sont très fiers, mais ils attendent quand même aussi que je me marie parce que c'est l'une des plus grosses priorités pour eux. Bon, c'est bien hein, tout et ce que tu disent, fais, mais ouais, le mariage. Voilà, le mariage avant tout, c'est clair. Mais bon, ça viendra, je leur dis. Ça dans le sillage du wax, c'est toute une esthétique liée à l'Afrique qui est plébiscitée. Que ce soit dans la musique, le cinéma, le design ou la décoration. C'est même aujourd'hui Ikea, le géant suédois de l'ameublement, qui a lancé une collaboration avec une dizaine d'artistes africains pour sa prochaine collection de meubles. Ça, nous, tout seuls, on n'aurait jamais pu faire ça. Ouais. Et ils ont fait un effort, tu vois, parce qu'ils auraient pu faire du wax tout seul en réalité, en fait. Ils auraient pu le faire tout seul, surfer sur la tendance, mais là, ils ont voulu le faire avec un créateur, mais avec Maison Château-Rouge, tu vois, vraiment, et puis faire le truc à fond et aller jusqu'au bout. À vous, t'as fait une petite danse de la joie. Un peu, ouais, forcément. Non, mais le premier mail, quand j'ai... De nombreuses enseignes de prêt-à-porter ou de haute couture se sont contentées de récupérer la tendance autour de l'Afrique, sans y associer de créateurs du continent. Cette appropriation culturelle est régulièrement dénoncée, et les marques comprennent progressivement qu'elles doivent désormais compter avec les principaux intéressés. Cette revendication d'authenticité touche également le monde du wax et son leader historique, Vlisco. Vlisco produit son fameux wax hollandais depuis 1846. La longévité de l'entreprise et la qualité de ses tissus font de la marque la référence pour les amoureux du wax. Imaginez le nombre de motifs qui ont été dessinés ici par des générations de designers depuis plus de 170 ans. Certains tissus sont devenus célèbres en recevant un nom de la part de leurs clientes en Afrique. Macaroni, Obapa, la chaise du roi, Myriam Makeba, autant de modèles mythiques qui ont traversé les continents et les époques. Le secret de fabrication du wax se cache parmi ces machines qui tournent 24 heures sur 24. Le coton est d'abord enduit d'une couche de cire sur laquelle sont gravés les motifs de base. Ensuite, le tissu est froissé, tordu, malmené, ce qui va craqueler la cire et lui donner son style unique. Mais ce n'est que le début. Il reste encore plus de 20 étapes avant que les pagnes ne soient expédiées par bateau jusqu'en Afrique et se retrouvent à Cotonou, sur les étalages de Maman Commande et ses collègues du marché d'Antokpa. Dans la salle des archives, des centaines et des centaines de pagnes à perte de vue. Certains datent d'il y a plus d'un siècle. Des modèles qui ont marqué la vie de milliers de personnes à travers l'Afrique. C'est un sentiment étrange d'être ici, en Hollande, entouré de tous ces motifs qui font partie de l'identité africaine. Il y a quelque chose d'un peu insensé et que les nouvelles générations afrodescendantes acceptent de moins en moins. Face aux critiques sur sa légitimité, et aussi à cause de la concurrence des tissus fabriqués en Chine, Vlisco n'a pas d'autre choix que de se rapprocher de l'Afrique. En faisant valoir le lien ancien qui lie l'entreprise au continent et en multipliant au même titre que Monoprix ou Ikea des collaborations avec de jeunes créateurs africains. Dans cette période de soubresaut, Vlisco ressemble un peu à l'Europe. Autrefois dominante, jouissant d'un certain monopole, elle est aujourd'hui concurrencée et remise en question. Pour garder sa place, elle doit se réinventer. Et pour cela porter un regard nouveau sur son histoire et sa relation avec l'Afrique et les Africains.
Le succès de la Hollande ou de la Chine dans l'industrie textile donne des idées à certains sur le continent africain. Des pays comme l'Éthiopie ou le Kenya en ont fait l'axe numéro 1 de leur développement économique. Le Nigeria et l'Afrique du Sud ont créé de véritables écosystèmes autour de la mode et du design grâce à une classe moyenne enrichie et bien décidée à consommer local. C'est avec ces exemples en tête que Loza Maleombo et Eliquam se sont lancés dans un nouveau projet. Leur objectif, la création d'une marque de prêt-à-porter fabriquée à Abidjan avec des tissus authentiquement africains. Ça veut dire que là, quand on va commander, par exemple, on ne va plus commander au pagne ou au coupon ou au métrage, on va commander des 1000 mètres tissés, des 1000 mètres colorés, des 10 000 mètres. Et là, ça devient une réelle industrialisation. Ça, c'est notre intervention en tant qu'artiste ou styliste. Mais il faudra aussi que les gouvernements accompagnent ce genre de démarche. Imagine par exemple qu'on mettait en institution que le pagne tissé soit les uniformes d'école par exemple. Une simple décision comme ça peut avoir un grand impact dans l'économie d'un pays. Moi je suis persuadée que cette responsabilité-là, elle est nécessaire pour qu'on puisse y arriver maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on dit Africa is now. C'est pas demain ou dans 30 ans, c'est maintenant. Comme beaucoup de jeunes Africains, Loza et Eli sont d'abord partis à l'étranger pour apprendre leur métier. Loza aux États-Unis et Eli en France. Mais comme de plus en plus d'Africains, ils ont décidé de rentrer. La tendance autour de l'Afrique, c'est aussi ça. Un continent jeune, attractif, bouillonnant et qui attire de plus en plus de talents, bien décidés à marquer le 21e siècle de leur empreinte. Est-ce que l'Afrique est plus favorable aussi aujourd'hui à recevoir des talents comme vous? Par exemple, quand tu es arrivé en 2012, j'imagine que ce n'était pas forcément la même dynamique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui reviennent. Est-ce que vous sentez une différence, qu'aujourd'hui vous êtes prêts enfin à vraiment travailler, exploiter tout le talent qu'il y a ici? Je vais vous dépeindre un peu ma vision de l'Afrique en fait. Moi, je vois un aigle, mais un très grand, mais très très grand. Et vous savez, les grands oiseaux, avant de voler, en fait, ils prennent de l'ampleur et puis ils ouvrent. Je vois l'Afrique comme ça. Donc oui, il faut faire partie de cette nouvelle révolution africaine. Moi, je pars du principe que si nous, on ne le fait pas, ça ne se fera pas. C'est cette responsabilité-là avec laquelle je m'engage. C'est une vision très ambitieuse et même à la fois positive. Et moi, dans ma façon de penser, j'ai une quote que j'utilise souvent. C'est « Do what you can with what you have, where you are ». Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, où vous êtes. Et pour moi, c'est la définition même du contexte africain. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a. Toutes nos contraintes, en fait, pour moi, ce sont des pépites d'or. C'est un potentiel de développement. Donc, des défis, pour moi, je les vois que de façon positive et on ne peut qu'avoir une vision positive de l'avenir de l'Afrique, quoi. Toutes ces péripéties, ces turpitudes sont du piment dans une bonne sauce graine. Si vous n'avez pas de piment, là, ça n'est pas doux comme ça doit être doux. Donc venez comme ça, au moins on aura on va trouver de nouveaux camarades avec qui faire le chemin, de nouveaux guerriers avec qui se battre, de nouveaux amis avec qui rire. Et puis quand on devra pleurer, on va se battre pour ne pas avoir trop de larmes.
Du wax dans la rue, sur nos écrans, dans les grandes surfaces. Un tissu hollandais fabriqué en Chine. Des motifs bogolants sur de la soie. Du faso d'Anfani sur les podiums de mode. Tous ces tissus, au fond, ça nous raconte quoi? Quel est le pouvoir d'un habit? Qu'est-ce que ça dit de nous? On croit parfois que la mode est quelque chose de futile et superficiel. On se demande pourquoi les gens portent autant d'importance à leur apparence. Mais quand on partage sa maison avec 7,5 milliards de colocataires, c'est peut-être une bonne idée d'apporter sa petite touche personnelle à la déco. Vous ne pensez pas? S'habiller, c'est prendre un peu de soi et le partager. C'est une déclaration d'indépendance et une main tendue vers l'autre. Un simple vêtement peut être un miroir du monde, un pont entre les cultures et les époques. Le succès du wax et des tissus africains, c'est tout ça. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit ici et là-bas. Une histoire métisse, mélangée, un espace d'expression internationale et universelle. Où l'Afrique n'est plus seulement la terre-mère, mais aussi un horizon partagé, le phare d'un monde qui change.